Les commémorations du 8 mai sont très proches. Mais avant d'évoquer les maquis de la Zergue, je voulais vous parler de ce qu'on appelle la résistance profonde. La résistance profonde, ce sont les paysans, les fonctionnaires, des curés, des femmes, des enfants qui ont risqué leur vie en cachant, aidant, soignant, ravitaillant les résistants que les gens du pouvoir à l'époque appelaient des terroristes. Auguste Bourget était de ces gens, était de ceux-là. Et je vais lire un passage de l'article du Progrès que j'avais écrit il y a 10 ans, dans lequel Jean Bourget relate ses souvenirs et évoque le souvenir de son père. Son père Auguste est né en 1909. Après l'armistice, il est revenu au village. Et Jean raconte: enfant, pendant la guerre, je n'avais pas vraiment conscience du danger que couraient mon père et d'autres sévériens. Ils récupéraient la nuit venue les parachutages alliés de la zone du Grand Val avec une brouette équipée d'une roue en caoutchouc qui amortissait le bruit. La zone du Grand Val, c'est derrière Leclerc, pour schématiser. Jean n'a compris que bien plus tard la menace énorme que représentait pour eux la possible délation. Nous, les gosses, nous avions quand même conscience du danger. Une scène me revient à l'esprit. Le charron, Claude Margan, un résistant lui aussi qui ne nous avait pas immédiatement reconnus alors que nous regardions par la fenêtre éclairée de son atelier. Il braquait une arme dans notre direction. Et comment ont-ils vécu la libération de Civrieux ? La libération de Civrieux s'est déroulée le 2 septembre 1944. C'était un grand jour. Nous recevions la famille, dit Jean Bourget, pour un repas de midi. Mon père s'est éclipsé, puis il est revenu au bout d'un moment pour annoncer que, dans la demi-heure, Civrieux serait libéré. Mais comment l'avait-il su ? On ne sait pas. Toujours est-il que nous avons vu, dit Jean Bourget, arriver sur la route de l'Arbrel des soldats sur des jeeps et des camions. Suivait l'artillerie lourde, qui n'a d'ailleurs jamais tiré, et enfin les chars. Les cloches ont sonné, tous les habitants sont sortis de chez eux, et ça a été la liesse dans le village. Et les libérateurs ont immédiatement fraternisé avec la population. Après la guerre, Auguste Bourget a repris son travail à la ferme. Il a été adjoint au maire, puis il a été élu maire pendant 3 mandatures, de 59 à 97. Et la municipalité a fait quelque chose pour l'honorer ? Oui. La municipalité de l'époque a tenu à l'honorer en donnant son nom, je n'ose pas dire au parking contigu, mais au terrain sur lequel s'est installé un parking. Voilà. Et puis maintenant, nous allons parler des maquis de la Zergue. Les maquis de la Zergue sont moins connus, évidemment, que les maquis du Vercors ou bien de ceux des Glières. Au dire d'un survivant, ce sont les grands oubliés des hommages aux maquis. C'est toi qui vas en parler, Jean-François, mais tu vas commencer par nous dire quelles sources tu as utilisées. Les sources, elles sont diverses. Elles sont d'abord livresques, d'autres sont des témoignages directs, et j'ai consulté également les sites internet. On peut citer www.maquisdelazergue.com par exemple. Et il y a surtout et également les enregistrements d'une émission Histoire et Mémoire de Radio Canu, enregistrement fait en 2012. Tu parles de livres, et il y a le livre de Daniel Rosetta, et son livre qu'il a intitulé « 2000 ans d'histoire en Beaujolais » consacre un chapitre au maquis de la Zergue.
Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu ce Oh, qui... ben, voilà, on connaît Daniel Rosetta, qui est un historien spécialiste du Beaujolais. Et dans son livre 2000 ans, l'histoire dans le Beaujolais, il consacre un chapitre aux maquisards, c'est-à-dire à ceux qui ont dit non au nazisme, à ceux qui ont dit non à la défaite, et à tous ceux qui ont dit non au STO. Et qu'ont-ils Et fait? ils rejoignent, alors Daniel Rosetta dit que alors, tous ces gens-là rejoignent la haute vallée d'Azergues, du côté de Claveyzol, et c'est un endroit où ils peuvent se cacher en bénéficiant, entre autres, de l'aide de la population. Par exemple, la bienveillance de certains gendarmes, comme ceux de la Mure, et entre autres, tiens, le curé de Claveyzol, qui permet de cacher du matériel dans son église. Et bien sûr, alors il y a progressivement l'aide des familles des paysans et des habitants qui les recueillent, les nourrissent, à leurs risques et périls, bien sûr. Il y a eu différents maquis. Et quels sont ces maquis? Voilà, alors la création du maquis, elle est du 13 mars 1943. Et avec des mouvements FFI, le premier maquis prend le nom de Vendémiaire. Et il est fondé par 3 hommes du quartier des États-Unis, de Lyon, États-Unis, qui veulent échapper au STO tout simplement, et par des résistants de Vaux-en-Velin qui ont évidemment la Gestapo et les miliciens aux fesses, parce qu'ils étaient résistants depuis longtemps. Et Roger Chavanet, donc, qui fait partie de ceux-ci, de ces résistants, crée en octobre 1943 ce qu'on appelle le camp d'Estieux. D'Estieux, c'est le nom d'un de leurs copains qui a été fusillé par les Allemands à Dijon. En 1943. En 1943, voilà. Et se sont formés des groupes de 4 ou 5, voire 10, mais jamais plus de 10 hommes qui vont d'un endroit à l'autre, se dispersent dans les bois, dans les granges, dans les maisons abandonnées. Et c'est à partir du camp d'Estieux que se développent les maquis de Lazergues. À la fin 1943, 1944, ils s'organisent et ils forment à la fin 1943 des bataillons. Et ces bataillons s'appellent le bataillon 14 juillet et le bataillon 89, comme 1789. Comment vivaient ces hommes? La vie était dure, hein. Il manquait de tout quand ils sont arrivés. Il manquait de chaussures, de vêtements, de nourriture. Ils avaient une couverture pour 3. Ils dormaient à la Belle Étoile et l'hiver se terminait. Mais surtout, il y avait très peu d'armes. Il y avait au départ un fusil, un revolver, quelques cartouches. Et puis, il faut savoir qu'ils se trouvaient constamment sous la menace des attaques et vivaient dans la peur d'être dénoncés. Et ils se déplaçaient de nuit, jamais 2 fois au même endroit. Et ils étaient alors susceptibles d'agir au coup par coup. Ce sont des résistants du coup par coup. Par exemple, ils ne s'attaquent pas aux Allemands directement. Mais hélas, il y a quand même des représailles dans la population. Les représailles sont effectuées surtout par les gardes mobiles français et la milice et les Allemands venus de Lyon. Et les Allemands là-dedans n'ont jamais su combien et où ils étaient, même avec l'aviation qui venait leur donner un coup de main. Il y a une anecdote qui montre l'état d'esprit des troupes, aussi bien des maquisards que des occupants. Tu peux la raconter? Ah oui, c'était l'époque où se faisaient des choses qui n'auraient pas pu se faire sur la route du col des Écharmeaux. En revenant de ravitaillement, ils étaient armés comme jusqu'aux dents, les résistants. Les hommes rencontrent une colonne de feldgendarmes en camion, tout feu éteint, et qui descendait en sens inverse. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun des 2 colonnes de véhicules s'est serré sur le bas-côté de la route, laissant assez de place pour passer et disparaître sans un mot, sans un regard. Et les hommes jugeaient sans doute que ça serait con de mourir comme ça. Ouais. Et d'un résistant qui dit, voilà, les hommes jugeant surtout que ça serait con comme ça de mourir un beau soir de mai pour rien. Alors, on pouvait dire non
à l'occupant autrement que par les armes. Est-ce que tu peux citer quelques actions qui se sont déroulées? Oui, oui, alors le principal, c'était de s'attaquer à l'occupant, hein. Bien Alors, il y a sûr. des vrais actes militaires avec des sabotages et des embuscades. D'ailleurs, la vallée de la Zergue s'y prête bien, tout simplement parce qu'il y a des voies ferrées. Alors, il y a la Lyon-Bordeaux par Tarare, il y a la Lyon-Paris par El Monial, et il y a la Lyon-Villefranche-sur-Saône. Alors, j'ajoute la nationale 6, la nationale 7, des transversales. C'est vraiment un nœud de circulation très important pour l'armée allemande. Et quand on manque d'explosifs, eh ben, on déboulonne les voies et les trains peuvent repartir, mais au bout de 5 à 6 jours de réparation et pour remettre en route tout le système, ça prend du temps. Alors, quelques événements, quelques... Oui, Ah, sont oui, restés en mémoire. voilà, voilà. Alors on a en mémoire les deux trains qui se rentrent dedans, qui se télescopent à Chamelais. Entre Civrieux et Lausanne, par exemple, il y a 3 kilomètres, une locomotive et 6 wagons déraillent. Sous le Tullaine de Lausanne, entre Lausanne et Châtillon, 2 trains se percutent à nouveau. Et le plus beau, c'est entre La Clette et Chamelais. C'est un train blindé de 2 locaux et 18 wagons qui se retrouvent bons pour la ferraille. Et il y a aussi le sabotage des voies de la Voilà. mine de Saint-Bel. Toutes les mines sont visées également et les locomotives de transport des minerais sont mises hors d'état de nuire, si j'ose dire. Il y a eu des échecs, Oui, oui, bien sûr. mais il y a eu aussi de la chance. Enfin, il y a les deux. Il y a les déraillements qui sont ratés parce qu'il n'y a pas assez d'explosifs. Il y a l'absence ou alors la difficulté des parachutages d'armes. Et alors, dans les chances qu'on peut avoir de temps en temps, c'est le coup de vent miraculeux sur les écharmeaux qui ramène les parachutes anglais dans leur district. Et donc, ils peuvent bénéficier des armes qui leur étaient enfin dévolues. Alors, bien sûr, il y a eu des drames. De nombreux morts, des blessés, des otages, des déportés, des torturés, des fusillés. Chacun était volontaire et savait ce qu'il risquait en s'engageant dans la clandestinité. Bien sûr, il y a des morts à la suite de dénonciations, une fois par un gendarme et une autre fois par un de leurs camarades qui a peur et dont on n'a pas retrouvé la trace à la libération. En 1943, les maquisards échappent de justesse à l'encerclement grâce à la population et grâce à un gendarme de Namur qui les avertit un jour avant. Les Allemands se vengent à Saint-Bonnet le 11 décembre en 1943. 11 hommes et femmes sont pris en otage. Ils sont envoyés en camp en Allemagne et 3 seulement vont revenir. Sur le monument aux morts de Chamelais, une plaque rappelle l'histoire de Jean-Marie Sommery. C'est le maire du village, par décision du préfet. À l'époque, ça se passait comme ça. En 1943, il est mis en otage 5 mois avant ce funeste dimanche de 11 décembre, où il est déporté au camp de Flossenbourg et il y décède en avril 1944. Et on a cité aussi les terribles combats de Montchal, où 5 de ses combattants tombèrent sous les balles ennemies, 4 grièvement blessés, faits prisonniers et fusillés à la suite au fort de la Duchère à Lyon. Et il y en a un qui était grièvement blessé et qui va survivre à cette tuerie. De même que d'autres. De même que d'autres. Alors, il faut souligner aussi l'importance des gestes symboliques. Ah la résistance étant un symbole, les gestes de la résistance sont symboliques et patriotiques parce qu'ils se produisent plusieurs fois. Alors, malgré l'interdiction de Vichy d'honorer la France, notamment ne pas fêter le 14 juillet. C'est un comble pour Pétain qui est un des grands bénéficiaires ni le 11 novembre, voilà. Ni le 11 novembre.
à Lamure-sur-Azergue, par exemple, 300 résistants osent chanter la Marseillaise, accompagnée des populations locales, avec des réfugiés juifs, par exemple. Le 11 novembre 1943, toujours en faisant fi des consignes de Vichy, le maquis dépose une gerbe au pied du monument aux morts de Chamelais et d'autres villages de la vallée d'Azergue. Et donc, il y a encore d'autres faits d'armes. En juillet 1944, Lyon et Villefranche ne sont pas encore libérés. Le 14, les hommes du maquis de Lazergue stationnés à Valossière et les ministres patriotiques du bataillon 89 effectuent tout simplement une prise d'armes devant le monument aux morts de Chamelais, orné de drapeaux bleu, blanc, rouge, et les habitants s'associent au défilé. Alors, que s'est-il passé par la suite? Le maquis d'Azergue participe à la libération de Lyon en septembre 1944. Les bataillons forment la première armée FFI du Rhône et ils entrent à Lyon par Tassin et atteignent la gare de Vèze après de furieux combats contre des miliciens embusqués sur les toits. Et la vie a repris dans les villages. Oui, on peut dire que dès le début de juin 1944, la vallée de l'Azergue était libérée en définitive. Les Juifs s'étaient installés dans des hôtels de la vallée sans avoir peur d'être ni inquiétés, ni arrêtés, ni rançonnés, ni déportés. Et la République était rétablie, le travail reprenait. Les équipes de truands, parce qu'il y en a toujours qui sont des faux résistants, et ils se présentaient comme ça, sont remis entre les mains des gendarmeries de Tarare par un groupe de FTP qui faisait la police. Et puis on va conclure par cette phrase d'un des maquisards. Oui, c'est Roger Chavanel qui dit « Nous, on s'est battus pour aider la France, et notre orgueil, c'est de voir la première armée de Lattre traverser le département du Rhône sans tirer un coup de feu. Et après, on est reparti chez nous, à nos occupations d'avant-guerre. »